Hugo Delacroix n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Son silence n'était pas celui des timides, ni même celui des stratèges. C'était le silence solide de ceux qui ont trop perdu pour faire confiance aux mots. À la tête de Delacroix Technologies, une des entreprises les plus respectées de Lyon dans le secteur de l'intelligence artificielle, il gérait des centaines d'employés, des millions d'euros de contrats et une réputation impeccable. Mais dans l'intimité de sa maison, le soir venu, il n'y avait que les pas légers de Camille et le murmure des souvenirs qui osaient encore faire du bruit. Depuis la mort de Sophie, son épouse, 3 ans auparavant, Hugo s'était enfermé dans une routine chirurgicale. Levé à 6 heures du matin, petit déjeuner préparé à la minute près pour Camille, dépôt à l'école, réunions, développement, signatures, conférences, retour, dîner, bain, histoire du soir. Puis ce vide. Ce silence dense après que Camille s'endormait. Lorsqu'il restait seul, face à la photo de famille encore accrochée dans le couloir, incapable de l'enlever mais incapable aussi de la regarder vraiment. Camille, 6 ans, vivait avec une douceur qui contrastait avec le pragmatisme de son père. Curieuse, vive, elle posait des questions que Hugo ne savait plus comment gérer. Pourquoi maman est dans le ciel mais pas sur les photos de l'école? Ou encore, plus récemment, pourquoi tous les enfants ont 2 parents au fait et moi pas? Il esquivait comme il pouvait, avec des sourires maladroits ou des histoires trop jolies pour être vraies. Mais l'approche de la fête annuelle de l'entreprise déclencha une tension nouvelle. Chaque année, les employés pouvaient venir avec leur famille. C'était une tradition. En théorie, personne n'obligeait le PDG à participer de cette façon, mais Hugo savait que sa froideur commençait à devenir un sujet. Il devrait montrer qu'il est humain, avait glissé un des cadres lors d'une réunion. Loin d'être blessé, Hugo avait compris. Dans un monde où l'image comptait autant que les résultats, un PDG solitaire commençait à sembler suspect. Pire, il redoutait que Camille, une fois de plus, se sente exclue au milieu des enfants riant avec leurs 2 parents. Il passa 3 nuits à réfléchir. La première à nier le problème, la deuxième à chercher des excuses, et la troisième à taper lentement sur son ordinateur. Accompagnement professionnel, événement familial, comportement chaleureux, discret, une soirée uniquement. Il relut l'email une dizaine de fois avant de l'envoyer à une agence dont le nom lui paraissait vaguement respectable. Il n'aimait pas ça. C'était ridicule, pathétique même, mais c'était aussi une tentative, aussi imparfaite soit-elle, de faire sourire Camille. Il reçut une réponse le lendemain matin concise. Confirmation. Élise. Élégante, empathique, habituée au rôle discret, arrivée prévue à 19 heures. Il resta figé devant l'écran. Le prénom le troubla. Élise. Trop doux, trop réel. Il s'était attendu à une Cynthia ou une Lola, quelque chose qui sonnait faux dès le départ. Là, c'était dérangeant. Le jour de la fête arriva, glacial et lumineux. Camille avait mis sa robe préférée, celle avec les petits lapins cousus à la main. Elle était excitée, demandant toutes les 5 minutes si la surprise serait gentille. Hugo avait simplement souri. Il avait passé l'après-midi à se convaincre qu'il pouvait gérer ça comme un contrat de plus. Une interaction à durée limitée, avec des paramètres bien définis et un objectif précis. À 19 heures précises, la sonnette retentit. Il alla ouvrir. Et là, tout bascula. Devant lui se tenait une femme qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait imaginé. Élise. Pas de talons extravagants, pas de robe criarde, un manteau crème, une robe sobre, un sourire sans défense. Elle tendit la main sans attendre. « Bonsoir, je suis Élise. Merci de m'avoir invité. » Sa voix n'avait pas cette chaleur feinte des actrices. Elle sonnait vraie, trop vraie. Hugo, pris de court, bafouilla une réponse et la laissa entrer. Camille accourut dans le salon et s'arrêta net. Puis, comme si elle la reconnaissait depuis toujours, elle prit la main d'Élise et déclara « C'est toi la surprise? T'es jolie. Viens, je te montre mes dessins. » Hugo tenta d'intervenir, de poser des limites, mais il était déjà trop tard. Les deux s'étaient évaporés dans la chambre de Camille, comme si elles étaient parentes depuis des années. Il resta seul dans l'entrée, son manteau encore sur les épaules, le cœur étrangement agité. Ce n'était pas censé être comme ça. Ce n'était qu'un service, une mise en scène. Et pourtant, quelque chose, dans ce premier échange, dans ce regard que Camille avait eu, un mélange de reconnaissance et de soulagement, venait de fissurer le mur qu'il avait mis des années à ériger.
Ce soir-là, la fête allait changer plus que des impressions. Elle allait, sans que personne ne le sache encore, redessiner les contours d'une famille. Hugo avait toujours cru que les services comme celui qu'il venait d'engager suivaient un script. Il s'attendait à un jeu de rôle maîtrisé, à des sourires mécaniques, à des phrases toutes faites calibrées pour flatter ou rassurer. Il avait imaginé devoir faire semblant, jongler avec des regards entendus, couvrir les maladresses d'une actrice mal préparée à jouer le rôle d'une compagne crédible. Mais Élise n'avait rien de cela. Dès l'instant où elle franchit le seuil de sa maison, quelque chose le dérouta. Elle ne cherchait pas à s'imposer, à charmer à tout prix, ni même à jouer un rôle évident. Elle se contentait d'être là, présente, calme, attentive. Et dans cette simplicité, elle devenait déconcertante. Pendant que Camille lui montrait fièrement ses dessins, Hugo observait de loin, tendu, prêt à intervenir si quelque chose clochait. Mais il n'y avait rien à redire. Élise ne forçait pas l'enthousiasme. Elle écoutait Camille avec un sérieux doux, posait des questions pertinentes, et surtout riait avec sincérité quand la petite lançait une blague ou une remarque inattendue. À aucun moment elle ne regarda son téléphone, ne parut distraite ou mal à l'aise. Elle s'adaptait à l'instant avec une fluidité qui dépassait toute prestation préparée. Cela agaçait Hugo, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'il sentait déjà que cette soirée, prévue pour être une simple formalité, prenait un chemin qu'il ne maîtrisait plus. À leur arrivée à la fête, dans un espace événementiel décoré avec un goût modéré mais festif, Élise avait su trouver sa place comme si elle y avait toujours été. Elle ne s'imposa pas à ses côtés, ne chercha pas à se coller à lui comme pour affirmer un couple fictif. Elle salua poliment, engagea des conversations avec les collègues d'Hugo sans jamais donner l'impression de mentir ou de surjouer. Elle parlait peu d'elle, mais quand elle le faisait, ses réponses étaient enveloppées de cette forme d'authenticité désarmante. À plusieurs reprises, Hugo surprit ses collègues en train d'échanger des regards surpris ou admiratifs. Personne ne semblait douter de leur relation. Pire, certains paraissaient sincèrement envieux. Camille, elle, rayonnait. C'était peut-être ce qui perturbait Hugo le plus. Il ne l'avait pas vue aussi heureuse en public depuis des mois. Elle sautillait, entraînait Élise dans des jeux improvisés avec les enfants des autres employés, lui montrait les décorations comme si elle guidait une vieille amie. Et Élise la suivait, toujours présente, toujours juste, comme si leur lien s'était tissé bien avant cette soirée. Hugo tentait de garder le contrôle, mais sa propre perception de la soirée commençait à se brouiller. Chaque fois qu'il croisait le regard d'Élise, il y lisait quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était ni la distance professionnelle, ni l'attente du client, mais autre chose, une sorte de compréhension silencieuse, presque une complicité. Et cela le mettait mal à l'aise, parce qu'il n'y avait rien à quoi se raccrocher dans cette situation, rien à classer, rien à contrôler. Vers la fin de la soirée, alors que la foule commençait à se disperser et que la musique se faisait plus douce, Camille revint vers eux, visiblement fatiguée mais heureuse. Elle grimpa sur les genoux d'Élise sans hésiter et posa sa tête sur son épaule. Hugo s'apprêtait à intervenir gêné, mais il s'arrêta net lorsqu'il vit la scène. Camille murmurait quelque chose que seule Élise pouvait entendre. Celle-ci écoutait avec un léger sourire, un peu triste peut-être, mais tendre. Puis, comme si le monde s'était figé autour d'eux, Camille leva les yeux vers Hugo et demanda d'une voix claire « Papa, elle peut rester pour toujours ?» Un silence se fit dans le petit cercle autour d'eux. Les derniers invités présents se figèrent à demi, certains feignant de ne pas avoir entendu, d'autres lançant des regards curieux. Hugo sentit son estomac se nouer. Il chercha ses mots, pris au dépourvu, incapable de formuler une réponse qui ne soit ni brutale ni mensongère. Camille le fixait avec cette sincérité désarmante qu'il redoutait tant. Ce n'était pas une question anodine. Ce n'était pas une fantaisie d'enfant. Elle croyait à ce qu'elle disait. Elle le voulait vraiment. Élise, quant à elle, garda le silence. Elle ne rit pas, ne détourna pas la tête, ne joua pas l'embarras. Elle serra doucement Camille contre elle et regarda Hugo avec une lueur douce dans les yeux. Pas un défi, pas une attente, mais une présence tranquille, presque respectueuse. Elle ne disait rien, mais dans ce silence, il y avait une pudeur qui blessait et rassurait à la fois. Hugo finit par détourner les yeux. Il murmura quelque chose d'incompréhensible, se leva, proposa de rentrer. Élise acquiesça doucement, sans insister.
Le trajet du retour fut étrangement silencieux. Camille s'endormit dans la voiture, épuisée. Hugo conduisait en évitant les regards dans le rétroviseur, comme si le fait de croiser les yeux d'Élise le forcerait à répondre à des questions qu'il n'était pas prêt à entendre. En arrivant à l'hôtel, il coupa le moteur, resta un moment sans bouger. Élise détacha sa ceinture, s'apprêtant à sortir, puis se ravisa. « Merci pour la soirée », dit-elle simplement. Sa voix était douce, presque mélancolique. « Votre fille a un regard qui traverse les armures. Ce n'est pas si courant. » Hugo ne répondit pas tout de suite. Il serrait le volant sans s'en rendre compte. Ce n'était pas prévu. Rien de tout cela ne l'était. Il finit par hocher la tête, comme si cela suffisait à clore la soirée. Élise descendit sans un mot de plus, referma la portière en silence. Il ne la regarda pas s'éloigner. Pas tout de suite. Mais il savait, au fond de lui, qu'il venait de franchir une ligne dont il ne connaissait pas encore les conséquences. Quand il rentra chez lui, Camille était déjà profondément endormie, sa robe encore en boule au pied du lit. Hugo la couvrit, s'assit quelques minutes à son chevet et repensa à sa question. Elle peut rester pour toujours? Il n'avait pas de réponse. Et c'était peut-être ça le plus inquiétant. Hugo resta figé plusieurs secondes après la question de Camille, bien que plusieurs heures se soient écoulées depuis ce moment. Il était assis sur le bord de son lit, les coudes sur les genoux, le visage dans les mains, incapable de chasser de son esprit les mots simples, presque naïfs, de sa fille. Elle peut rester pour toujours? Il aurait préféré qu'elle lui demande un chat, un voyage, un château gonflable, mais elle avait demandé Élise, pas pour une autre fête, pas pour un week-end, pour toujours. Il n'avait rien répondu à la question, ni oui, ni non. Il s'était contenté d'embrasser Camille sur le front et de dire qu'il était tard, qu'elle devait dormir. Mais dans ses yeux, il avait vu qu'elle savait, qu'elle avait compris qu'il n'avait pas su faire face, qu'il s'était dérobé. Le lendemain matin, Hugo descendit à la cuisine espérant que la routine lui remettrait les idées en place. Préparer le petit déjeuner, vérifier le sac de l'école, signer l'autorisation pour la sortie pédagogique. Il cherchait dans les gestes quotidiens un refuge contre le trouble intérieur que cette soirée avait déclenché. Mais il ne trouva rien d'autre que le vide. Camille n'était pas dans son lit, ni dans la salle de bain, ni dans le salon, ni dans le jardin. Hugo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il appela une fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Il monta à l'étage en courant, vérifia chaque recoin, ouvrit les placards, comme si elle pouvait avoir décidé de se cacher là. Rien. Puis il vit l'enveloppe, posée sur le plan de travail de la cuisine, à côté de son mug de café préféré. Une feuille pliée en 2, l'écriture irrégulière mais reconnaissable de Camille. « Je suis parti chercher la dame qui a le plus beau sourire. Je reviens après. Promis. » Il relut la note 3 fois, son cœur battant à tout rompre. Dans sa tête, les scénarios les plus terribles défilaient. Il appela immédiatement l'école, les voisins, un ami de confiance. Personne ne l'avait vu. Il sortit précipitamment, la note en main, sans même penser à s'habiller correctement. Il n'était plus le PDG calculateur et froid. Il n'était qu'un père terrifié qui avait perdu sa fille. Il parcourut les rues de Lyon comme un homme en fuite. Il vérifia les endroits que Camille aimait, le parc où elle jouait les dimanches, la librairie où ils allaient en parfois le samedi, même la vieille pâtisserie du quartier où elle aimait regarder les gâteaux dans la vitrine. Rien. À chaque feu rouge, il tapait nerveusement sur le volant, son regard balayant frénétiquement les trottoirs. Il s'arrêta un moment, respira, essaya de penser rationnellement. Où pouvait-elle aller? À qui pensait-elle exactement en écrivant cette note? Il comprit alors. L'hôtel. Celui où Élise avait été déposée la veille. Camille avait été claire. La dame qui a le plus beau sourire. Il n'y avait aucun doute. C'était elle. Il fit demi-tour en trombe, manqua de griller un stop, se gara en double file devant l'entrée de l'hôtel. Il se précipita à la réception, montra la photo de Camille, la voix tremblante. Le réceptionniste, d'abord méfiant, hocha finalement la tête. Elle est là, devant. Elle attend depuis un moment. Elle ne voulait pas bouger. Hugo sortit sans remercier, le cœur battant. Camille était assise sur un banc, les pieds qui ne touchaient pas le sol, les mains croisées sur les genoux. Devant elle, Élise, accroupie, lui parlait doucement. Hugo s'arrêta à quelques mètres. Il n'arrivait pas à faire un pas de plus. La scène le clouait sur place. Élise leva les yeux vers lui en le voyant approcher. Elle se redressa lentement, puis posa une main sur l'épaule de Camille.
Regarde qui est là. Camille se tourna et son visage s'illumina. Mais avant même que Hugo puisse dire un mot, elle demanda d'un ton parfaitement calme « Pourquoi tu ne souris jamais comme ça avec les autres ?» Cette phrase frappa Hugo comme un coup direct dans la poitrine. Elle ne criait pas, elle n'était pas fâchée, elle constatait. Juste ça, et il n'avait rien à répondre. Il s'agenouilla devant elle, pris d'une émotion brute qu'il ne savait pas nommer. « Camille, tu ne peux pas partir comme ça, j'ai eu tellement peur. » Elle le regarda avec ses yeux trop grands pour son âge. « Mais je savais où j'allais. Je voulais juste la revoir. Tu ne voulais pas l'inviter à la maison. » Alors j'y suis allé. Hugo prit une longue inspiration. Élise restait silencieuse, en retrait, les bras croisés, visiblement mal à l'aise mais respectueuse de ce moment. Il prit la main de Camille. « Tu as eu une idée très dangereuse. Mais je comprends. Je comprends pourquoi tu l'as fait. » Il se tourna alors vers Élise, dont le regard n'était ni fermé ni complètement ouvert. Il y avait dans sa posture quelque chose de blessé, mais de prêt à écouter. Hugo hésita puis se lança. « Je sais que c'est déplacé. Et je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais est-ce que tu accepterais de passer un moment avec nous deux, juste un après-midi, pour la remercier et pour que Camille puisse te revoir dans un cadre normal ?» Élise resta silencieuse un instant, puis elle regarda Camille, qui, sans attendre, se leva et lui prit la main. « S'il te plaît, on pourrait aller au parc ou manger une glace. » Cette fois, Élise sourit. Un vrai sourire, doux et franc. « D'accord, juste un après-midi. » Hugo hocha la tête, soulagé. Ce n'était pas une solution, ce n'était même pas une promesse, c'était une parenthèse. Mais pour une fois, il ne cherchait pas à contrôler ce qui viendrait ensuite. Pour une fois, il se laissait guider par ce qu'il voyait. Une enfant qui souriait, une femme qui ne jouait aucun rôle, et un instant suspendu entre les regrets du passé et les incertitudes de demain. Et il décida, sans le dire à voix haute, que cet après-midi ne serait pas un mensonge. Hugo ne s'était jamais senti aussi impuissant de toute sa vie. Pourtant, il avait géré des crises à plusieurs zéros, affronté des conseils d'administration hostiles, essuyé des menaces de rachat, licencié des centaines de personnes sous la pression. Il avait été ce dirigeant froid, redouté, parfois admiré, rarement aimé. Mais rien ne l'avait préparé à la peur brutale qu'il venait de ressentir ce matin-là, en découvrant la disparition de sa fille. Ce n'était pas une urgence professionnelle. C'était sa vie. C'était Camille. Et tout son monde s'était fissuré en un instant. Même après l'avoir retrouvée, assise calmement devant l'autel, il n'avait pas réussi à se libérer de cette sensation d'effondrement. L'image de son petit corps seul dans la ville, cette note griffonnée avec une naïveté poignante, la conviction qu'elle était capable de retrouver Élise sans l'aide de personne, cela lui restait en travers de la gorge. Ce n'était pas seulement la peur qui l'avait saisi, c'était aussi la prise de conscience. Camille ressentait un vide, un manque que lui, malgré toute son attention, n'avait jamais su combler. Ils rentrèrent chez eux, après la visite improvisée à l'hôtel. Camille, épuisée par l'émotion et l'excitation, s'endormit sur le canapé avant même le déjeuner. Élise s'était éclipsée discrètement, fidèle à sa façon d'être, présente sans envahir, douce sans s'imposer. Elle avait laissé à Hugo et Camille ce moment de retrouvailles, sans discours ni grande déclaration. Elle n'avait rien demandé. Elle avait simplement été là, comme un ancrage silencieux au milieu du chaos. Hugo resta un long moment à regarder sa fille dormir, son visage paisible contrastant avec l'agitation intérieure qui le dévorait. Il ne savait pas comment nommer ce qu'il ressentait. Ce n'était pas de l'amour romantique, pas encore. Ce n'était pas une simple gratitude non plus. C'était quelque chose de plus flou, de plus dérangeant, une présence qu'il ne parvenait plus à ranger dans la case « service temporaire ». Le lendemain matin, Camille se réveilla comme si rien ne s'était passé. Elle demanda des crêpes, parla de son rêve, évoqua même une sortie aux eaux, comme si la frayeur de la veille n'avait été qu'un interlude passager dans son monde d'enfant. Mais Hugo, lui, n'arrivait pas à tourner la page. Il se leva plus tôt que d'habitude, fit le petit déjeuner en silence, et lorsqu'il la déposa à l'école, il resta un instant devant le portail, figé. Il prit ensuite une décision inhabituelle. Il ne retourna pas au bureau. Il envoya un message à son assistante, reporta ses réunions, coupa son téléphone professionnel. Il avait besoin de comprendre. Comprendre Élise, comprendre ce qu'elle avait éveillé chez Camille, comprendre pourquoi, depuis cette fête, son quotidien avait perdu sa stabilité de façade.
Il commença par ce qu'il savait, le nom qu'elle avait donné à l'agence. Élise, 35 ans. Il chercha le dossier envoyé en amont, relut chaque ligne avec plus d'attention qu'au premier jour. Ce qui lui avait semblé anodin devint soudain intriguant. Diplômée en lettres modernes, ancienne enseignante dans une école privée, aucune mention de casier judiciaire. Une note dans le bas de la fiche, presque effacée, interruption de carrière suite à une situation familiale difficile. Il creusa, passa quelques coups de fil, appela un ancien contact dans les ressources humaines d'un établissement scolaire privé à Annecy. Les informations se recoupèrent. Élise n'était pas une accompagnatrice professionnelle de longue date. Elle avait exercé en tant qu'enseignante pendant près de 8 ans. Elle avait été appréciée, recommandée même pour un poste de direction pédagogique. Puis, subitement, plus rien. Elle avait disparu du circuit. Et lorsque Hugo insista, son interlocuteur finit par céder avec une voix plus grave. Elle a perdu un enfant, un garçon, 3 ans. Maladie rare. Elle s'est retirée après ça. Hugo resta sans voix. Il ne s'était pas attendu à une histoire aussi violente. Il comprenait maintenant cette tristesse discrète dans ses yeux, cette façon de regarder Camille avec douceur, mais retenue. Ce n'était pas de la distance, c'était du deuil. Un deuil qui n'avait pas été mis en mots. Et elle n'avait rien dit, ni au dîner, ni à la fête, ni même quand Camille s'était blottie contre elle. Ce n'était pas une manipulation, ce n'était pas un rôle. C'était une femme brisée qui avait accepté, pour des raisons qu'il ignorait encore, de revenir dans un cadre familial, ne serait-ce que pour quelques heures. Et elle l'avait fait sans se plaindre, sans revendiquer, sans fausse intimité. Hugo sentit une vague de honte l'envahir. Il l'avait engagée comme on engage un prestataire, et elle avait donné à Camille quelque chose qu'il n'avait pas su lui offrir depuis la mort de Sophie, une présence féminine, douce, patiente, stable. Le reste de la journée, il la passa à repenser à chaque détail de leurs interactions, la façon dont elles se tenaient, toujours à une distance respectueuse, mais jamais froide, la manière dont elle regardait Camille jouer, comme si chaque geste d'enfant résonnait en elle. Il comprit aussi pourquoi elle avait semblé si bouleversée quand Camille l'avait appelée « maman nouvelle ». Ce n'était pas une blague pour elle, c'était une blessure rouverte. Le soir venu, Camille demanda si Élise reviendrait. Hugo répondit avec honnêteté. « Je ne sais pas, mais si tu veux, on peut l'inviter à faire quelque chose ensemble. » Elle sourit, hocha la tête, puis demanda simplement « Mais cette fois, pas pour faire semblant. D'accord? Juste pour jouer. » Hugo acquiesça. Et au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait plus jamais voir Élise comme une simple figurante. Elle avait franchi un seuil invisible. Elle avait touché quelque chose d'essentiel. Et maintenant, il devait décider s'il avait le courage d'aller plus loin. L'après-midi avait commencé sans grandes attentes. Hugo avait proposé à Élise, par message, de les rejoindre lui et Camille pour une promenade au parc et une glace, comme un simple moment de remerciement. Elle avait mis un peu de temps à répondre. Pas de refus catégorique, pas d'enthousiasme non plus. Finalement, elle avait accepté, avec cette réserve polie qui la caractérisait. Il avait senti, à travers la concision de sa réponse, une hésitation réelle. Elle ne s'engageait pas à autre chose qu'un moment de présence. Et, étrangement, c'était exactement ce dont Hugo avait besoin. Il s'était donné rendez-vous devant le carrousel central du parc de la Tête d'Or. Quand Hugo et Camille arrivèrent, Élise était déjà là, assise sur un banc, le regard perdu entre les arbres et les cris joyeux des enfants. Elle portait un manteau simple, une écharpe claire, les cheveux relevés comme lors de la soirée, mais sans artifice. Lorsqu'elle les vit, elle sourit. Un sourire discret, mais sincère. Camille courut vers elle, comme si aucun jour ne s'était écoulé depuis la dernière fois. Elle attrapa sa main sans demander la permission et tira doucement pour l'entraîner vers les manèges. Élise se leva, regarda Hugo brièvement, comme pour s'assurer que cela ne posait pas problème. Il hocha la tête en silence, encore surpris par la spontanéité de sa fille. Il suivit à quelques pas de distance, presque en retrait, comme un observateur de quelque chose qui lui échappait. Le manège tourna, les rires fusèrent. Camille choisit le cheval blanc avec des étoiles dorées. Élise resta debout à côté, une main posée sur la rambarde, l'autre prête à rattraper la fillette si elle penchait trop. Hugo s'adossa à un arbre et les observa. Ce n'était pas une scène extraordinaire. Rien de spectaculaire, mais il y avait dans cette simplicité une justesse
qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Aucune tension, aucune attente, juste une enfant qui riait, une femme qui l'accompagnait, et lui qui redécouvrait ce que c'était de ne rien devoir prouver. Ils marchèrent ensuite le long des allées bordées de platanes. Camille racontait ses histoires d'école, ses rêves de devenir vétérinaire ou chef des arbres, une invention de son cru. Élise l'écoutait avec une attention déconcertante, posant des questions, encourageant son imagination sans jamais la diriger. Hugo restait silencieux la plupart du temps, mais il observait. Et ce qu'il voyait, il ne pouvait pas l'ignorer. Quand ils s'arrêtèrent pour une glace, Camille insista pour qu'Élise prenne une boule au caramel beurre salé, parce que c'est la meilleure du monde. Elle accepta, et au premier goût, elle sourit avec surprise. « Tu avais raison, dit-elle. C'est la meilleure. » Camille en fut ravie. Elle fit un petit signe de victoire avec sa cuillère, puis lécha sa propre glace avec fierté. Ils s'assirent sur un banc en bois, à l'ombre. Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence pesant. C'était un silence de présence. Camille jouait avec les brindilles tombées au sol, traçant des formes imaginaires sur le gravier. Hugo, enfin, tourna la tête vers Élise. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit-il sans détour. Elle le regarda interrogative sans répondre. À ce que ce soit, aussi naturel, presque confortable. Elle prit un instant avant de parler. « Moi non plus. Je pensais que ce serait plus étrange. » Il hocha la tête. « Et pourtant, ce n'est pas du tout joué. » Elle reposa sa glace qui fondait lentement. « Non, c'est presque trop réel. Et c'est ça qui est dangereux. » Ce mot résonna différemment dans l'esprit de Hugo. Dangereux. Il y avait pensé, lui aussi. Il ne s'agissait plus d'un jeu convenu, d'un accord ponctuel. Il sentait glisser entre ses doigts le contrôle qu'il s'était imposé depuis la mort de Sophie. Et plus encore, il sentait s'effriter l'armure qu'il avait construite autour de son cœur, couche après couche, année après année. Camille revint vers eux avec une pierre magique qu'elle voulait absolument leur montrer. « Regardez, elle brille au soleil. » Élise la prit, la regarda avec la même gravité que si c'était un bijou précieux. Hugo sourit malgré lui. Ce rire discret, presque involontaire, lui échappa, et Élise le remarqua. Il le vit dans son regard. La promenade se poursuivit encore un moment. Ils nourrirent les canards, regardèrent un spectacle de marionnettes improvisées, partagèrent un jus de fruits sur un banc. L'après-midi s'étira doucement, sans heurts, sans tension. Hugo ne regardait plus sa montre. Camille n'avait plus besoin de combler le silence. Élise ne cherchait pas à jouer un rôle. Tout semblait pour une fois à sa juste place. Mais lorsque le soleil commença à décliner, Élise redevint un peu plus distante. Ils quittèrent le parc ensemble, et au moment de les raccompagner à la voiture, elle hésita. Camille dormait à moitié dans les bras de son père, épuisée par la journée. « Merci », dit-elle doucement, en reculant d'un pas. Hugo s'apprêtait à répondre, mais elle ajouta, avant qu'il puisse ouvrir la bouche, « Tout ça, c'était presque trop vrai. Je crois que j'ai oublié de faire semblant. » Elle tourna les talons et s'éloigna rapidement. Hugo resta là, Camille dans les bras, la regardant s'éloigner sans savoir s'il devait la rappeler ou respecter sa fuite discrète. Il monta dans la voiture en silence, posa Camille sur le siège arrière, attacha la ceinture. En démarrant, il jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Elle n'était plus là. Sur le chemin du retour, il ne mit pas la radio. Il ne chercha pas à combler le silence. Il avait besoin de ressentir ce qui venait de se passer. Et ce qu'il ressentait, malgré tout son refus d'admettre quoi que ce soit, c'était une absence. Déjà, elle était venue pour un après-midi. Et pourtant, il avait l'impression que quelque chose de beaucoup plus important lui avait été retiré. Pendant plusieurs jours, Hugo tenta de se convaincre que ce qui s'était passé dans ce parc n'avait été qu'un moment suspendu, une parenthèse dans un quotidien trop ordonné. Il retourna à ses réunions, relança les projets en cours, organisa la stratégie du trimestre suivant avec le même professionnalisme glacial qu'on lui connaissait. Mais rien ne revenait à la normale, car ce mot lui semblait désormais vide de sens. Ce n'était pas Élise elle-même qui occupait son esprit en continu, c'était l'effet qu'elle avait eu sur Camille. Cette légèreté que sa fille avait retrouvée, cette spontanéité dans les gestes, cette joie de vivre simple. Il ne l'avait pas vue aussi vivante depuis longtemps. Et ça, aucun agenda structuré ni conférence de presse ne pouvait le balayer. Il finit par céder à cette curiosité lancinante qui le harcelait depuis qu'il avait découvert le passé professionnel d'Élise. Elle n'était pas une accompagnatrice typique.
Il n'y avait rien dans sa posture ni dans ses réactions qui laissait penser à quelqu'un habitué à ce type de rôle. C'était autre chose. Une personne qui avait vécu profondément, qui connaissait les enfants avec une intimité que seul le temps et l'affection authentique pouvaient offrir. Il décida de creuser, non pas pour satisfaire une pulsion de contrôle, mais pour comprendre ce qu'elle ne disait pas. Car ce silence qu'elle portait comme une seconde peau, il savait désormais qu'il cachait bien plus que de la réserve. Grâce à un contact dans l'éducation nationale, il obtint des renseignements plus précis. Élise avait été professeure de français dans un établissement privé près d'Annecy pendant plusieurs années. Appréciée, respectée, notée comme engagée et bienveillante dans les bilans pédagogiques. Son dossier ne comportait aucune anomalie, aucun signalement, aucun litige. Puis, du jour au lendemain, elle avait donné sa démission. Pas de congé maladie, pas de rupture conventionnelle, pas de reconversion officielle. Juste un arrêt net, sans transition. Il trouva alors une piste dans les registres d'état civil. Une note minuscule dans une rubrique secondaire. Un enfant prénommé Théo, décédé 3 ans plus tôt, à l'âge de 3 ans et quelques mois. Aucune mention de père. Cause du décès. Maladie dégénérative rare. Hugo relut ces informations plusieurs fois, sans réussir à les intégrer pleinement. Il ne connaissait pas Élise, pas vraiment. Et pourtant, il comprenait à présent ce regard sombre qu'elle posait parfois sur Camille, ce mélange de douceur extrême et de retenue, cette manière de ne jamais envahir, mais de toujours être là, pleinement, le temps qu'on lui accordait. Cette découverte changea quelque chose en lui. Ce n'était plus de la simple gratitude qu'il ressentait, ni même de l'attirance. C'était un respect profond, doublé d'une admiration silencieuse. Il se souvenait de sa propre douleur quand il avait perdu Sophie, et pourtant il ne pouvait comparer. Car sa perte, aussi violente fût-elle, n'avait pas été celle d'un enfant. Il n'avait jamais eu à survivre à cela. Élise, elle, portait cette épreuve dans chacun de ses gestes. Et malgré cela, elle avait offert à Camille un instant d'insouciance qu'aucun adulte n'avait su lui rendre depuis la mort de sa mère. Hugo comprit aussi pourquoi Élise n'avait jamais parlé de Théo. Ce n'était pas un secret honteux. C'était une blessure trop vaste pour être exposée. Elle n'avait pas cherché à attendrir, ni à susciter la compassion. Elle avait choisi le silence, pas par calcul, mais par dignité. Lorsqu'il la recontacta, il hésita longuement sur les mots. Il ne voulait pas l'effrayer, ni franchir des limites qu'elle n'était pas prête à ouvrir. Il envoya un message simple. « Nous organisons un événement caritatif pour une fondation dédiée à la recherche pédiatrique. Ce n'est pas professionnel, ce n'est pas un contrat. Mais j'aimerais que vous soyez là, Camille aussi, sans attente, juste votre présence. » Elle mit près de 24 heures à répondre. Lorsqu'elle accepta, sa réponse se limita à quelques mots. « D'accord, mais seulement pour ce que c'est. » Le jour de l'événement, Hugo la vit arriver dans une robe bleu nuit sobre, les cheveux détachés, le regard un peu fuyant mais déterminé. Camille courut la rejoindre sans se soucier des regards, l'attrapa par la main et la présenta à plusieurs membres du personnel comme si elle était une invitée d'honneur. Élise souriait, un peu gênée, mais joua le jeu avec naturel. L'événement se déroula dans un espace élégant prêté par un partenaire de l'entreprise. Les discours s'enchaînaient, les présentations de projets de recherche aussi. Mais pour Hugo, le véritable moment fort se produisit en marge, dans un petit coin décoré pour les enfants présents. Là, entre 2 ateliers, Camille sortit de son sac un dessin qu'elle avait fait la veille. 3 silhouettes dessinées à la main. Elle, Hugo et Élise. Au-dessus, en lettres colorées et maladroites, « Famille ». Élise resta un moment figée, puis elle s'agenouilla pour regarder le dessin de plus près. « C'est nous ?» demanda-t-elle, la voix incertaine. « Oui, parce que maintenant c'est comme ça que je nous vois. » Hugo, à 2 pas de là, entendit la phrase. Il ne dit rien, mais son cœur se serra. Il ne contrôlait plus rien. Et pour la première fois depuis des années, cela ne lui faisait pas peur. Le lendemain de l'événement caritatif, Hugo passa une partie de la matinée à fixer le dessin que Camille avait laissé sur la table de la cuisine. Les 3 silhouettes, tracées avec ses feutres habituels, étaient naïves, disproportionnées, mais l'émotion qui s'en dégageait était palpable. L'écriture encore hésitante du mot « famille » au-dessus des figures suffisait à résumer tout ce que Camille ressentait désormais. Ce dessin, plus qu'un simple jeu d'enfant, était une déclaration, une vérité silencieuse, et il n'y avait plus de place pour le doute. Hugo n'avait pas prévu ce chemin.
Il avait agi d'abord par convenance, puis par nécessité, et enfin par curiosité. Mais rien ne s'était passé comme il l'avait imaginé. Chaque rencontre avec Élise avait ébranlé les défenses qu'il croyait solides. Chaque interaction entre elle et Camille révélait à quel point sa fille avait besoin de plus que ce qu'il pouvait lui offrir seul, et chaque regard échangé avec Élise devenait un terrain glissant, chargé de sens, de non-dits, de choses qu'il n'osait pas encore nommer. Il décida pour la première fois depuis longtemps d'agir non pas selon ce que dictait la prudence, mais selon ce qu'il ressentait réellement. Il appela Élise en fin de journée. Pas de message, pas de prétexte, une vraie conversation. Lorsqu'elle décrocha, sa voix était plus posée qu'il ne s'y attendait. Il ne perdit pas de temps à tourner autour du sujet. « Je sais que ce que je vais dire peut paraître maladroit, mais j'aimerais qu'on se voie. Sans Camille, cette fois. Juste toi et moi. Pas pour parler de l'événement ni du passé, juste pour partager un moment, ce que tu veux. 1 heure, un café, rien d'obligé. » Il y eut un silence au bout du fil. Pas de ceux qui annoncent un refus, mais de ceux qui précèdent une réflexion sincère. Lorsqu'elle répondit, sa voix était plus douce. « D'accord, mais pas de faux semblants, pas de rôle. Je ne suis pas prête pour des jeux. »« Moi non plus, » répondit-il simplement. Ils se retrouvèrent le samedi suivant dans un petit café discret, loin des adresses habituelles de l'élite lyonnaise. Élise portait un pull gris simple, les cheveux noués en une tresse négligée. Elle n'avait rien de l'image que l'on pourrait attendre dans un rendez-vous, et justement, c'était ce naturel-là qui rendait sa présence désarmante. Ils parlèrent peu au début. Ils laissèrent les silences s'installer, non pas comme des malaises, mais comme des respirations nécessaires. Hugo lui raconta un souvenir de Camille toute petite, lorsqu'elle essayait de cuisiner des gâteaux en mélangeant du shampoing avec de la farine. Élise éclata de rire, un vrai rire, léger et inattendu. C'était la première fois qu'il la voyait se détendre ainsi. Elle, en retour, évoqua une anecdote avec son fils Théo lorsqu'il avait renversé un pot de peinture sur leur chat. Elle en parlait sans larmes, mais avec cette nostalgie tendre que seules les mères conservent dans le creux de leur voix. Il comprit à ce moment-là qu'elle ne cherchait plus à fuir son passé, qu'elle vivait avec, simplement. Cette rencontre changea la dynamique entre eux. Elle installa une complicité fragile, mais sincère. Les jours suivants, Élise passa plus souvent à la maison, officiellement pour jouer avec Camille, pour l'aider à préparer une présentation scolaire, ou simplement pour partager un goûter. Mais les regards entre elle et Hugo devenaient plus longs, plus profonds. Il n'y avait pas de gestes déplacés ni de déclarations, mais tout était là dans les détails. Une tasse de thé préparée sans demander, une veste tendue au bon moment, un silence accepté comme un langage. Camille, elle, ne posait plus de questions. Elle vivait ce nouveau quotidien comme une évidence. Elle n'avait pas besoin qu'on lui confirme ce qu'elle voyait. Un jour, elle rentra de l'école avec un nouveau dessin, cette fois plus précis. Un canapé, 3 personnes assises dessus. Un chat fictif sur les genoux. Et en haut, elle avait écrit « Maison complète ». Hugo regarda Élise en silence. Elle ne souriait pas. Elle avait les yeux brillants, mais elle ne fuyait pas. Il lui tendit le dessin comme un symbole muet. Elle le prit sans rien dire, et cette fois elle ne partit pas tout de suite après. Le rapprochement devint peu à peu un quotidien partagé. Pas constant, pas officiel, mais régulier. Élise ne dormait pas là. Elle n'avait pas de clé. Mais elle faisait partie des habitudes. Camille lui écrivait de petits mots, lui préparait des cookies. Hugo ne laissait plus traîner de dossiers sur la table du salon quand elle était là. Il rangeait un peu plus. Il écoutait un peu mieux. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble la cuisine, Hugo lui posa une question, sans préméditation. « Tu crois qu'on peut recommencer à construire quelque chose, même si on a perdu tout ce qui comptait ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle essuya un verre, le posa, puis dit calmement « Je ne sais pas si on recommence. Je crois qu'on apprend à faire autrement, à aimer autrement, mais pas moins. » Il acquiesça. Et ce soir-là, quand elle partit, il sentit un vide différent. Pas celui de l'absence, mais celui d'une attente qu'il n'osait plus appeler désir. Une attente douce, patiente, parce qu'il savait désormais que rien ne se forcerait, que si quelque chose devait naître, ce serait sur la base de cette lente construction. Vraie, maladroite, mais réelle. Ce qui semblait doucement s'installer entre Hugo et Élise ne tarda pas à franchir le seuil discret de leur cocon pour se heurter au monde réel. L'entreprise d'Hugo,
bien qu'il ait toujours su compartimenter sa vie professionnelle et personnelle, n'était pas un terrain neutre. Le rôle qu'il occupait, celui de PDG, faisait de lui une figure scrutée, analysée, commentée, parfois enviée, parfois critiquée. Ce qu'il vivait avec Élise et Camille avait échappé à toute planification. Mais autour de lui, certains ne voyaient pas la situation avec la même tolérance. Un matin de semaine, alors qu'il venait de boucler une réunion stratégique, son associé principal, Marc Lemoine, le convoqua dans son bureau sans détour. La porte à peine refermée, le ton fut donné. Marc était un homme méthodique, loyal à l'entreprise, mais impitoyable dès qu'il percevait une menace potentielle pour la réputation ou les chiffres. « Je vais être direct, Hugo. Tu sais que j'ai toujours respecté ta vie privée. Mais là, il faut qu'on parle de cette femme. » Hugo, assis en face de lui, croisa les bras, le regard neutre. « Tu veux dire Élise ?» Marc hocha lentement la tête. « J'ai reçu des appels. Des membres du conseil ont posé des questions. Et certains partenaires ont, soulevé des inquiétudes. »« Lesquelles ?» demanda Hugo le ton froid. « Des rumeurs sur son passé, son métier, ce qu'elle a fait avant. Tu sais comme moi que notre image compte. Et je ne parle pas seulement de marketing. Il y a des investisseurs frileux. Ils n'aiment pas les zones grises. » Hugo resta silencieux. Il comprenait parfaitement ce que Marc insinuait, mais il ressentit pour la première fois depuis longtemps une colère sourde monter en lui. « Tu insinues que parce qu'elle a travaillé un temps dans un domaine que certains jugeraient marginal, elle représente une menace pour l'entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le regard extérieur. Et tu sais comme moi qu'on ne peut pas se permettre de donner prise à la critique. » Hugo se leva. « Marc, Élise n'a rien à voir avec l'entreprise. Elle n'a jamais demandé à être mêlée à ça. Elle n'a jamais profité de ma position. Elle ne veut même pas être vue comme la compagne du PDG. » Marc fronça les sourcils. « Donc elle est ta compagne ?» Hugo ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre. La ville semblait paisible, lointaine. Rien ne trahissait les tensions à l'intérieur de cette pièce. « Je ne sais pas encore ce qu'elle est pour moi, mais je sais ce qu'elle est pour Camille. Et pour ça, je ne suis pas prêt à la sacrifier sur l'autel de l'image publique. » Marc soupira. « Je te conseille au moins de faire attention. Garde ça discret. Le monde des affaires n'est pas tendre. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de stratégie. » Hugo quitta le bureau sans répondre. Il avait entendu ce qu'il fallait entendre. Et il avait aussi compris que sa vie, ses choix, ne lui appartenaient plus tout à fait dès lors qu'il déviait de la ligne tracée par les attentes sociales. En rentrant chez lui ce soir-là, Hugo était tendu. Camille jouait tranquillement dans le salon. Il la rejoignit, tenta de faire bonne figure, mais son esprit était ailleurs. Élise devait venir plus tard pour dîner, comme convenu. Il hésita. Fallait-il lui parler de cette conversation? Devait-il la prévenir? Ou au contraire la protéger de cette réalité froide et implacable? Lorsqu'elle arriva, il était encore dans la cuisine, concentré sur une sauce qui n'avait plus aucun goût pour lui. Elle le salua avec son habituel mélange de chaleur et de retenue. Elle savait lire les visages. Elle vit immédiatement que quelque chose clochait. « Tu veux qu'on parle ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita, puis hocha la tête. Camille était montée dans sa chambre. Ils s'installèrent dans le salon. Il y a eu des retours au travail. Des gens qui fouillent, qui posent des questions, qui jugent. Élise ne bougea pas. Elle semblait s'y attendre. « Je comprends. »« Tu ne devrais pas avoir à comprendre ça, dit-il, plus dur qu'il ne l'aurait voulu. Tu n'as rien fait de mal. » Elle baissa les yeux. « J'ai fait ce que j'ai pu pour survivre, pour ne pas sombrer. Et tu as réussi. Mais eux, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. » Elle releva les yeux vers lui. « Et toi, qu'est-ce que tu vois ?» La question le prit de court. Il n'avait pas prévu de devoir formuler une réponse. Il aurait pu dire 1000 choses. Qu'il voyait une femme forte, une mère brisée mais debout, quelqu'un qui avait redonné le sourire à sa fille. Mais au lieu de cela, il resta silencieux. Et ce silence, à cet instant, pesa plus que n'importe quel jugement. Élise se leva lentement. « Je crois que je vais rentrer. »« Attends. » Mais elle secoua la tête. « Je ne veux pas que Camille me voie comme une personne de passage. Et je sens que c'est ce que je suis redevenu. Une complication. Un problème à gérer. »« Ce n'est pas vrai, » tenta-t-il. Mais elle n'attendit pas. Elle partit, discrètement, sans bruit. Hugo resta seul dans le salon, la tête entre les mains. Un bruit de pas sur l'escalier le fit se redresser. Camille était là, debout, avec son pyjama trop grand,
et son regard sérieux. « Tu vas la rendre triste, comme maman était triste quand elle savait que tu faisais semblant d'être fort. » Il sentit sa gorge se nouer. « Elle n'a rien fait de mal, papa. Tu dois lui dire. Parce que moi, je veux pas qu'elle parte. » La nuit qui suivit le départ d'Élise fut pour Hugo une épreuve de silence. Il n'avait pas lutté, pas crié, pas tenté de la retenir au-delà de ce simple « attends » qui n'avait trouvé aucun écho. Il avait laissé partir quelque chose qu'il ne comprenait pas encore pleinement, mais dont l'absence résonnait avec une clarté implacable. Camille était retournée se coucher sans mot supplémentaire. Elle l'avait regardé comme on regarde quelqu'un qui a déçu, non par une erreur brutale, mais par une accumulation de petites lâchetés. Ce regard, plus encore que les reproches de son associé ou les murmures de ses collaborateurs, l'avait atteint au cœur. Le lendemain matin, Hugo n'alla pas au bureau. Il déclina les rendez-vous, coupa son téléphone, laissa son ordinateur fermé. Camille était à l'école. La maison était calme, presque trop. Il erra un long moment dans les pièces, s'arrêtant sans but devant les meubles, les photos, les objets qu'il n'avait jamais vraiment regardés depuis la disparition de Sophie. C'est dans le bureau, en tirant un tiroir oublié d'une commode ancienne, qu'il trouva la boîte. Une boîte simple, en bois clair, couverte d'une fine couche de poussière. Il ne se souvenait pas de l'avoir ouverte depuis des années. À l'intérieur, des papiers pliés, des lettres manuscrites, certaines encore dans leur enveloppe. L'écriture de Sophie, cette écriture qu'il reconnaîtrait entre mille. Il hésita, sa main tremblait légèrement. Il avait gardé ces lettres sans jamais les lire. Elle les avait écrites les derniers mois quand la maladie commençait à l'éloigner du monde, quand elle anticipait ce qu'il refuserait de nommer. Il avait trop souffert pour les ouvrir. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il n'y avait plus de raison de reculer. La première lettre était adressée à Camille, mais Hugo la lut sans culpabilité. Sophie y parlait de choses simples, de souvenirs heureux, de recettes de cuisine, de conseils de fille amère. Mais au fil des lignes, sa voix devenait plus grave, plus lucide. Elle anticipait l'absence, la douleur, la peur de ne pas suffire à deux. Puis, presque à la fin, une phrase se détacha soulignée d'un trait doux mais ferme. « Si un jour quelqu'un entre dans votre vie et te fait sourire, même juste un peu, laisse cette personne entrer. Pour Camille. Et pour toi. » Il s'arrêta de lire. Cette phrase le transperça. Sophie, dans son amour immense, avait prévu ce qu'il vivait aujourd'hui. Elle avait su que son deuil se transformerait en armure, que sa solitude deviendrait une protection. Et elle avait tenté de lui tendre la main, à travers le temps, pour le guider vers ce qu'il refusait de voir. Il lut toutes les autres lettres, une par une. Certaines parlaient à Camille, d'autres à lui. Aucune n'était triste. Toutes portaient une tendresse intacte, une volonté de transmettre. Dans la dernière, presque comme un post-scriptum, il trouva ces mots. « Ne transforme pas ma mémoire en prison. Je veux être un pont, pas un mur. » Il resta là longtemps, les feuilles sur les genoux, le regard perdu. Il pensa à Élise, à sa façon d'écouter Camille, à son silence quand elle comprenait trop, à sa retenue quand elle aurait pu exiger. Elle n'avait jamais demandé plus que ce qu'il pouvait offrir. Et lui, par peur, par orgueil, par honte même, avait préféré l'éloigner au lieu de la défendre. Il avait laissé les murmures extérieurs peser plus que la vérité intérieure. Il se leva d'un bond. Il ne pouvait pas rester là, à regretter. Il devait agir. Il prit son manteau, attrapa son téléphone, mais le numéro d'Élise ne répondait pas. Elle avait coupé le contact, peut-être l'avait-elle bloqué. Il tenta de joindre l'agence, mais ils lui confirmèrent qu'elle ne faisait plus partie de leur registre. Elle avait rompu tout lien. Hugo sentit l'urgence grimper en lui. Il fit appel à un contact privé, quelqu'un qui lui avait déjà fourni des informations plus tôt. En quelques heures, il apprit qu'Élise avait quitté Lyon 2 jours auparavant. Elle s'était installée dans une petite ville en Normandie, près de la mer. Il n'en savait pas plus. Pas d'adresse, pas de détails. Il hésita. Devait-il vraiment partir à sa recherche? Était-ce intrusif, déplacé? Mais il n'était plus en train de suivre un caprice. Il savait maintenant que c'était une décision. Et surtout, Camille. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'Élise parte. Elle avait vu ce que lui avait refusé de voir. Il expliqua à Camille qu'ils allaient défaire un petit voyage. Elle ne posa pas de questions. Elle prépara son sac toute seule, ajoutant même dans la poche extérieure un dessin plié en 4. Ils prirent la route à l'aube. Le trajet fut long, silencieux, ponctué de quelques pauses dans des stations-service anonymes. Hugo conduisait avec une concentration calme,
mais déterminé. Il n'avait pas de certitude sur ce qu'il allait trouver. Peut-être qu'Élise ne voudrait pas lui parler. Peut-être qu'elle aurait définitivement tiré un trait. Mais il devait essayer. En arrivant dans la petite ville côtière, l'air salé et froid les accueillit. Ils cherchèrent dans les rues principales, demandèrent à quelques commerçants. Il fallut du temps, de la patience et un peu de chance. Ce fut une vieille dame, à la sortie d'une petite bibliothèque, qui reconnut Élise sur une photo montrée par Camille. « Oui, elle aide ici quelques heures par jour. Elle est discrète mais très gentille. » Hugo sentit son cœur battre plus vite. Ils s'approchèrent de la bibliothèque. Elle était là, à l'intérieur, en train de classer des livres sur une étagère. Quand elle les vit, elle se figea. Camille entra la première. Sans un mot, elle lui tendit le dessin. Élise s'agenouilla lentement pour le prendre. Elle le déplia. 3 personnages dessinés avec soin. En haut, cette fois, un mot unique, « Reviens ». Hugo resta dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, incapable de parler. Élise releva les yeux, d'abord vers Camille, puis vers lui. Et enfin, elle murmura « Pourquoi maintenant ?» Il répondit sans détour « Parce que j'ai trouvé les mots que je n'avais pas lus, et qu'ils m'ont appris ce que je ne savais pas encore dire. » Lorsque la porte de la petite bibliothèque s'ouvrit, le visage d'Élise s'immobilisa un instant, comme figé par la surprise. Il y avait dans ses yeux un mélange de reconnaissance, d'incrédulité et une réserve douloureuse, comme si elle courait toujours fuir les promesses jamais tenues. Derrière elle, des étagères basses débordaient de livres usés, des récits d'enfants, de romans doux, un décor modeste, presque modeste malgré la lumière grise d'un après-midi normand. À ses pieds, le dessin que Camille lui avait tendu tremblait dans ses mains. 3 silhouettes esquissées, maladroites, mais tendues vers un même horizon. Camille, immobile, fixait Élise sans rien dire. On aurait dit qu'elle offrait en silence cette invitation qu'elle, enfant, ne savait exprimer qu'en couleurs et crayons. Hugo resta dans l'embrasure de la porte, le cœur battant plus fort que jamais. Il avait eu le temps de repenser 1000 fois à ce moment depuis qu'ils avaient décidé de partir à sa recherche. Mais aucune préparation, mentale, émotionnelle ou pratique, ne pouvait le prémunir contre ce corps à corps silencieux avec le regret et l'espoir. Enfin, Élise releva les yeux. Elle lut dans ceux de sa fille adoptive avant d'apercevoir Hugo derrière. Elle baissa un instant la tête, comme pour se donner le temps d'accorder les battements de son cœur à la gravité de la situation. Puis lentement, sans mots, elle tendit le dessin. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, presque étrangère à elle-même. Chaque syllabe portait la distance qu'elle avait prise, le mur qu'elle avait élevé pour se protéger. Hugo ne s'avança pas tout de suite. Chaque pas semblait incertain, comme s'il avançait sur une fine glace craquant sous son poids. Il leva les mains, les posa sur la table à l'entrée de la bibliothèque, non comme une revendication, mais comme une promesse de paix, parce que j'ai trouvé des mots que je n'avais pas lus, et qu'ils m'ont appris ce que je ne savais pas encore dire. Il s'approcha alors doucement, mesuré, sans brusquerie. J'ai lu les lettres de Sophie, et j'ai compris que te faire partir avait été une erreur, que ce silence que tu as supporté n'était pas protecteur, mais injuste. Le silence s'installa, lourd, profond. La pluie se mit à tomber dehors, martelant doucement les vitres, comme si le ciel lui-même pleurait avec eux. Camille s'avança et posa une main sur l'épaule d'Élise. « Ça, c'est pour toi », dit la fillette en donnant le dessin. « On peut être 3, ensemble. » Ces mots, simples, sans honte, semblaient plus puissants que les excuses que Hugo aurait pu formuler. Il observa la scène, le souffle coupé. Il n'y avait pas de mise en scène, pas de ruse. Il n'y avait qu'une enfant, un homme brisé, une femme hésitante, et l'espoir fragile d'un renouveau possible. Élise resta silencieuse encore quelques instants, serrant le papier contre sa poitrine, comme si c'était un trésor fragile. Elle leva les yeux vers Hugo, ses pupilles baignées d'une lueur qu'il ne saurait décrire, mêlant la peur, la colère contenue, la tristesse et peut-être une ouverture. « Tu es venu me chercher? Tu as parcouru tout ça? Pour moi ?» demanda-t-elle, la voix cassée. Il hocha la tête. « Parce que tu comptes, et parce que je veux réparer ce que j'ai brisé, pour Camille, et pour toi. » Il se sentit vulnérable comme jamais. Il n'avait plus le costume immaculé du PDG. Il n'avait plus de discours préparés, de promesses d'images à honorer. Il avait seulement un homme qui se tenait devant une femme et une enfant, sans filet, sans protection. Il avait l'obligation de vérité, l'obligation d'honnêteté,
l'obligation de reconstruire. Ce qu'il venait d'entreprendre ne serait pas facile. Il l'admettait sans fierté, mais avec une détermination nouvelle. Alors, Élise posa doucement le dessin sur la table, puis elle se leva. L'air semblait plus léger, mais l'incertitude persistait dans ses gestes. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda la pluie tomber sur le trottoir glissant. Elle resta un moment immobile, comme pour se demander si elle allait avoir le courage d'espérer de nouveau. Puis, finalement, elle posa la paume de sa main sur la vitre. « Je ne promets rien, je ne peux pas te promettre que tout sera facile. » Elle se retourna, lentement, regarda Hugo droit dans les yeux. « Mais je peux accepter d'essayer. » Avec Camille. Les mots sortaient peu à peu, tremblants mais clairs. Elle osa un pas vers lui, un pas hors de sa solitude, un pas vers ce que Camille appelait « famille ». Hugo sentit quelque chose se dénouer au fond de son être, un poids ancien qu'il portait depuis des années et qu'il avait tenté d'ignorer avec des bilans, des présentations, des décisions rapides. Cette fois, il ne pouvait plus fuir. « Merci », murmura-t-il. 2 syllabes presque ridicules face à l'intensité de l'instant, mais suffisant pour qu'elle sache qu'il ne voulait plus de faux semblants, plus d'armure, plus de distance. Camille s'empressa alors, rougissante, heureuse, attrapa la main d'Élise. « Tu rentres avec nous ?» demanda-t-elle d'une voix muette d'espoir. Élise la regarda, puis regarda Hugo. Le silence de nouveau, mais un silence habité, un silence plein de promesses et d'inquiétudes confondues. Puis elle hocha la tête et tourna les talons. Elle prit le sac de la bibliothèque, ramena ses clés, s'apprêta à partir. Mais avant de sortir, elle jeta un dernier regard vers eux. « Je viendrai demain, » dit-elle doucement, « et on verra. » La porte se referma derrière elle, et dans ce clic discret se trouvait tout un monde possiblement renaissant. Hugo s'approcha de Camille, la souleva dans ses bras, doucement, comme s'il craignait que tout disparaisse. La fillette enfouit son visage dans le cou de son père, respirant fort, le corps secoué d'un soulagement enfantin. Il sentit ses propres épaules trembler. Il ne pleura pas. Mais il sentit monter en lui une émotion humble, profonde, chargée de regrets, de peur, et d'une peur nouvelle, celle de perdre à nouveau ce qu'il venait de retrouver. Mais cette fois, il était prêt à se battre pour cette famille naissante, prêt à affronter les regards, les doutes, les obstacles, prêt à apprendre à aimer autrement, avec sincérité, avec humilité, avec patience. Ils quittèrent la bibliothèque ensemble, sous la pluie fine de Normandie, leurs pas lents sur le pavé mouillé. Aucun mot ne fut échangé pendant les premières minutes. L'air était chargé de tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux, le passé, la douleur, les silences, et en même temps de tout ce qu'ils n'osaient plus espérer, la confiance, le partage, l'espoir. Mais dans le geste de leurs bras entrelacés, dans les regards confiants de Camille, dans la lumière douce d'un jour qui s'éteignait, il y avait la promesse d'un commencement. Un commencement fragile, imparfait, et pourtant réel. Le retour à Lyon s'était fait dans un silence feutré, presque paisible. Camille s'était endormie tôt dans la voiture, son corps lové contre le siège, les paupières lourdes d'une fatigue heureuse. Hugo, les mains posées sur le volant, gardait les yeux fixés sur la route, mais son esprit vagabondait dans tout ce qui s'était joué à la bibliothèque, dans les mots d'Élise, dans son regard qui ne s'était pas fermé, malgré les blessures. Il savait que rien n'était encore gagné. Il savait aussi qu'un fil ténu avait été retissé, un fil qu'il devait désormais préserver avec soin. Le lendemain, comme promis, Élise vint. Elle n'apporta pas de valise, ni même un sac. Juste sa présence, son calme, sa façon si singulière d'entrer dans un espace sans en bousculer l'équilibre. Camille l'attendait avec une impatience joyeuse, déjà assise sur le tapis du salon, ses crayons éparpillés autour d'elle. Quand Élise entra, elle ne courut pas. Elle la regarda longuement, puis lui tendit un nouveau dessin, un peu plus précis, un peu plus construit. « Cette fois, dit-elle fièrement, c'est une vraie maison, avec un jardin, et il y a toi aussi. » Élise s'accroupit, prit le dessin, le serra contre elle. Aucun mot n'était nécessaire. Tout se disait dans les gestes, dans cette proximité qui ne demandait aucune autorisation. Hugo, en retrait, observait. Il ne dirigeait plus, il n'organisait pas, il accueillait. Les jours qui suivirent ne furent pas spectaculaires. Il n'y eut pas de grands bouleversements, pas de décisions irréversibles. Élise ne s'installa pas. Elle continuait de vivre dans son petit appartement en périphérie. Mais elle venait, plus souvent,
Toujours invitée, jamais attendue comme une obligation. Elle participait au repas, aidait Camille avec ses devoirs, apportait parfois un gâteau, un livre, ou simplement un silence qui faisait du bien. C'est un dimanche matin que tout changea. Le ciel était couvert, une bruine légère tombait sur les vitres. Camille jouait sur le tapis du salon, Hugo lisait distraitement un article sans importance, et Élise triait quelques vêtements d'enfants qu'ils avaient lavés la veille. Rien de spectaculaire, juste un matin ordinaire. Camille se leva d'un bond comme saisie par une idée irrépressible. Elle marcha droit vers eux, les regarda l'un après l'autre, et dit avec le sérieux qu'on ne trouve que chez les enfants sûrs de leur intuition: « Est-ce que vous pouvez au moins essayer d'être une vraie famille? Pas juste des gens qui s'aiment bien, mais une vraie, où on habite ensemble, où on mange ensemble, et où personne ne part sans dire au revoir. » Le silence tomba dans la pièce. Hugo posa lentement son journal. Élise s'arrêta de plier les vêtements. Tous deux regardèrent Camille. Elle ne souriait pas. Elle attendait une réponse. Une vraie. Hugo fut le premier à réagir. Il s'agenouilla devant sa fille, posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas aussi simple, tu sais. » Mais elle secoua la tête, l'interrompant. « C'est simple si on arrête de faire semblant, si on arrête d'avoir peur de dire qu'on veut rester ensemble. » Élise se leva, hésitante. Elle semblait touchée, mais prudente. « Camille, ce que tu dis, c'est beau. Mais tu sais que les grandes décisions, ce sont aussi des choses d'adultes. Ce n'est pas juste une envie, c'est aussi des responsabilités, du temps, des choix. » La petite les regarda à tour de rôle. « Alors prenez le temps, mais commencez. Parce que moi, j'ai déjà choisi. » Hugo sentit sa gorge se nouer. Il se tourna vers Élise. Ce moment, il l'avait anticipé, redouté, mais aussi espéré. Il se leva lentement, s'approcha d'elle. « Je ne veux pas précipiter quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Mais si tu veux, on pourrait essayer. Pas de grands mots, pas de promesses. Juste vivre ensemble un peu plus. Sans rôle, sans contrat. Juste comme nous sommes. Commencer. » Élise le regarda longuement. Elle semblait peser chaque mot, chaque expression. Puis elle hocha la tête très légèrement. « Je veux bien essayer, mais à une condition. »« Oui ?» demanda Hugo. « Que tout soit vrai. Pas de faux semblants. Pas de faire comme si. Je veux qu'on se parle vraiment, même quand c'est dur. Que Camille sache qu'on n'est pas parfait, mais qu'on essaie. Pour elle. Et pour nous. » Hugo ne réfléchit même pas. « Je te le promets. » Camille, elle, ne dit rien. Elle retourna à ses crayons, mais avec un sourire discret, presque complice, comme si elle savait que les graines venaient d'être plantées et qu'il ne restait plus qu'à les laisser pousser. Les semaines suivantes furent lentes, prudentes, mais intenses. Élise commença à dormir parfois à la maison, d'abord dans la chambre d'amis, puis de moins en moins souvent. Il n'en parlait pas, il le vivait. Elle cuisina ses recettes préférées, Camille lui apprit des jeux qu'elle inventait. Hugo apprit à écouter, à attendre, à ne pas tout contrôler. Les disputes furent rares, mais réelles, comme dans toute vie partagée. Un soir, Élise claqua la porte après une remarque blessante d'Hugo. Il alla la chercher. Il s'excusa. Pas comme un chef d'entreprise, mais comme un homme qui apprend encore. Elle revint, sans promesse mais avec confiance. Et au cœur de cette nouvelle routine, il y avait toujours Camille, celle qui avait tout vu, tout ressenti et tout exprimé sans détour. Un matin, elle entra dans la cuisine et déclara en versant ses céréales « C'est presque comme une vraie famille maintenant. » Puis elle ajouta, les yeux pétillants « Mais il manque un truc. » Hugo haussa les sourcils. « Quoi donc ?» Elle sourit, malicieuse. « Une surprise, mais c'est moi qui vais m'en occuper. » Les jours avaient peu à peu tissé une routine nouvelle. Rien de spectaculaire, rien de fulgurant, mais une trame douce, tenace, faite de gestes simples et de silences habités. Élise ne s'était pas installée officiellement. Elle n'avait pas apporté de valise ni changé l'agencement du salon. Pourtant, sa présence devenait constante. Elle connaissait les habitudes de la maison, savait où Camille rangeait ses affaires d'école, comment Hugo aimait son café le matin, et même les jours où le linge était étendu en retard. C'était une forme d'intimité qui n'avait rien d'imposé. Elle s'était installée comme on s'assoit dans un fauteuil familier, avec respect mais sans peur. Camille, de son côté, vivait cette transition avec une aisance déconcertante. Pour elle, tout était clair. Il n'y avait pas d'étiquette à poser sur les relations.
Pas besoin d'officialisation. Élise était là, présente dans ses journées, dans ses histoires, dans ses jeux. Elle la dessinait dans ses carnets, lui écrivait des petits billets qu'elle cachait sous son oreiller, inventait des histoires où elles étaient des exploratrices du jardin, des coéquipières contre les monstres invisibles. Et chaque fois qu'Hugo observait cette complicité, il se rendait compte qu'il n'avait jamais su offrir à sa fille ce sentiment de chaleur tranquille, ce regard tendre d'une figure féminine qu'elle ne devait pas mériter, mais simplement recevoir. Les premières semaines de cette nouvelle organisation furent marquées par une pudeur partagée. Hugo et Élise avançaient avec précaution, comme des danseurs qui apprennent un pas nouveau. Pas d'effusion, pas de déclaration, seulement des présences. Un regard qui dure un peu plus, une main effleurée. Des silences qui, autrefois pesants, devenaient maintenant des espaces de confiance. Un soir, alors qu'ils terminaient un repas tous les trois, Camille déclara avec le sérieux des grandes annonces « J'ai décidé que cette maison allait devenir notre vraie maison. Pas une maison en attente, une maison qui respire. » Élise la regarda, intriguée. « Et ça veut dire quoi, pour toi, une maison qui respire ?» Camille réfléchit un instant. « Ça veut dire qu'on arrête de faire semblant que c'est temporaire, qu'on se parle vraiment, et que tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on en a envie, pas parce qu'on a peur que ça disparaisse. » Hugo resta silencieux. Cette phrase l'avait touché. C'était exactement là qu'ils en étaient, entre la prudence et l'élan. Et l'enfant, une fois de plus, posait les mots qu'il n'osait pas formuler. Le lendemain, Élise arriva avec une boîte en carton remplie de livres, de carnets, de quelques objets personnels. Rien de grand, rien de solennel. Mais c'était un geste. Elle les posa dans le bureau vide d'Hugo, devenu inutile depuis qu'il travaillait principalement au siège. « Je ne sais pas combien de temps je resterai dans cette pièce, » dit-elle en posant la boîte, « mais j'avais besoin de laisser une trace ici, pour moi aussi. » Hugo comprit que ce n'était pas un déménagement. C'était une déclaration, une façon de dire « Je suis là, mais je reste moi, je viens sans me fondre. » Et il l'accepta. Il n'essaya pas de lui imposer un espace, ni de lui retirer son indépendance. Il ouvrit les portes qu'elle était prête à franchir, à son rythme. Peu à peu, des signes visibles s'ajoutèrent, une veste d'Élise accrochée près de la porte, sa brosse à dents dans la salle de bain, un livre qu'elle lisait laissé ouvert sur le canapé. Camille, quant à elle, s'était mise à intégrer Élise dans ses rituels sans même poser la question. Elle lui demandait de l'aider à choisir ses vêtements le matin, de lui lire l'histoire du soir quand Hugo était encore au téléphone, de goûter ses inventions culinaires sans nom ni recette. Et Élise répondait présente, sans jamais voler de place, sans jamais prétendre être une autre. Elle était là, simplement. Un jeudi soir, alors qu'ils rentraient d'un dîner chez des amis d'Hugo, la première sortie en tant que presque famille, Camille entra dans sa chambre, ressortit aussitôt avec un petit paquet et le tendit à Élise. « C'est pas un cadeau, c'est une surprise. » Élise la regarda, surprise à son tour, et déballa doucement le paquet. À l'intérieur, une boîte en carton décorée à la main, avec des cœurs et des étoiles dessinées à la peinture. Hugo se pencha pour mieux voir. À l'intérieur, 3 bracelets identiques, faits de fils tressés et de petites perles gravées. Camille expliqua, fière. « C'est moi qui ai tout fait. Sur chacun, j'ai écrit un mot, mais il faut les lire tous ensemble, parce que ça n'a de sens que si on est 3. » Élise prit le sien, Hugo aussi. Camille enfila le sien d'un geste rapide, puis elle lut à haute voix ce que chaque bracelet disait. Sur le premier, celui d'Hugo, « Famille ». Sur le second, celui d'Élise, « De vérité ». Sur le sien, « Pour toujours ». Élise eut du mal à parler. Elle passa le bracelet à son poignet, le regard humide. Hugo l'imita. Aucun mot ne fut nécessaire. Camille sourit et dit simplement « Voilà, maintenant, c'est vrai ». Cette soirée-là, ils s'endormirent chacun dans leur chambre, mais reliés par ce fil invisible qu'était devenu leur lien. Plus fort qu'une promesse, plus doux qu'un serment. Une vérité partagée, une famille choisie, une vie qui, enfin, n'était plus en pause. Le matin de Noël arriva sans grande solennité. Il n'y eut pas de neige ce jour-là, pas de paysage de cartes postales, ni de réveil en fanfare. Juste une lumière douce traversant les rideaux blancs, une maison calme encore plongée dans le silence, et l'odeur du chocolat chaud que Hugo préparait lentement dans la cuisine. Il portait un pull que Camille lui avait offert l'année précédente, avec des rênes un peu maladroits et un col qui grattait. Il ne s'en plaignait pas.
Il le portait avec une fierté silencieuse. Dans le salon, le sapin décoré par Camille et Élise trônait modestement, orné de guirlandes faites à la main, de boules inégales et d'étoiles découpées dans du carton. Pas de luxe, pas d'excès. Seulement l'évidence d'un espace habité par 3 présences qui, enfin, se répondaient. La maison respirait, comme Camille l'avait dit. Non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était habitée de vérités partagées. Élise descendit la première. Elle portait un gilet long et ses cheveux encore légèrement humides. Elle croisa le regard de Hugo dans la cuisine, sourit et, sans un mot, s'approcha pour l'aider à verser le chocolat dans les tasses. Le geste était naturel, ancré. Ils travaillaient côte à côte, comme s'ils avaient toujours fonctionné ainsi. Le silence entre eux n'était plus une gêne, il était devenu complice. Camille arriva quelques minutes plus tard, les cheveux en bataille, mais l'œil vif. Elle sauta dans les bras de son père, puis courut vers Élise pour lui offrir un dessin roulé comme un parchemin. « J'ai fait un plan », annonça-t-elle fièrement. « C'est un plan pour ne jamais oublier que vous êtes mes 2 personnes préférées et que maintenant on est une vraie équipe. » Ils ouvrirent le dessin ensemble. Un tracé confus, plein de flèches, de symboles et de petits cœurs. À la base, 3 cercles reliés. Au centre, un mot écrit en lettres majuscules, mal formé mais visible, « Chez nous ». Le reste de la matinée se déroula dans une simplicité joyeuse. Il y eut quelques cadeaux, tous faits maison. Un marque-page illustré par Camille, un carnet relié par Élise, un porte-clés sculpté maladroitement par Hugo, rien de précieux en apparence, tout d'une valeur inestimable dans leur trajectoire. Mais ce fut après le déjeuner, alors que Camille jouait seule dans sa chambre, que quelque chose changea. Hugo, assis sur le canapé, tendit une petite boîte à Élise. Elle la prit, étonnée. Ce n'était pas un bijou précieux ni une clé de maison. C'était un écrin simple, en bois verni, contenant 3 bracelets identiques. Élise les reconnut aussitôt. C'étaient ceux que Camille avait fabriqués, mais cette fois en version gravée plus durable. Sur chacun d'eux, un mot était inscrit à l'intérieur du métal. Famille de vérité, 3 cœurs, un seul foyer. Élise leva les yeux vers Hugo, troublée. Il ne détourna pas le regard. Camille m'a demandé si tu pouvais rester pour toujours. Ce jour-là, je n'ai pas su quoi répondre. Aujourd'hui, je le sais. Il ne fit pas de déclaration. Il ne parla pas d'amour, pas de projet d'avenir, pas de promesses creuses. Il parla seulement de présence, de place donnée, de confiance retrouvée. Et dans ce geste, dans cette boîte si discrète, il y avait plus qu'un pacte, il y avait une reconnaissance. Élise mit le bracelet à son poignet, sans un mot. Ses mains tremblaient légèrement. Elle regarda Hugo puis Camille, qui du couloir les observait en silence, puis elle s'approcha de la fillette, s'agenouilla devant elle et lui tendit la boîte avec les 2 autres bracelets. « Camille, » dit-elle doucement, « tu m'as demandé si je pouvais rester pour toujours. Et j'ai longtemps cru que je n'avais plus le droit à ce genre de promesse. Mais tu m'as montré que rester, ce n'est pas dire « pour toujours ». C'est dire « je suis là aujourd'hui et je serai là demain si tu veux encore de moi ». Camille lui prit la main. « Je veux », dit-elle, les yeux brillants. Alors Hugo se leva, s'approcha, prit les 2 bracelets restants et les passa, un à son poignet, l'autre à celui de Camille. Aucun mot ne fut nécessaire, aucun serment ne fut prononcé. Ce moment n'avait pas besoin de formalité, il appartenait à leur vérité. Ils restèrent là, quelques minutes, tous les 3, bras liés, cœurs ouverts. Ce n'était pas une histoire de conte de fées, ce n'était pas une reconstruction magique. C'était une réalité construite sur des fractures, des erreurs, des absences, mais aussi sur des gestes sincères, des choix assumés, et cette tendresse nouvelle qui, sans bruit, avait pris racine dans leur quotidien. Plus tard, ce soir-là, Camille écrivit une petite carte qu'elle glissa sous l'oreiller de Hugo. Elle avait tracé une maison, 3 visages souriants, et ces mots maladroits mais justes. Merci d'avoir laissé la porte ouverte. Et dans cette maison, désormais habitée d'un présent vrai, d'un passé accepté et d'un futur possible, chacun avait trouvé sa place. Non pas par obligation, mais par choix. Parce qu'il existe des familles qui ne naissent pas dans les liens du sang, mais dans la vérité des cœurs qui s'acceptent.